Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, l'émission qui met en lumière celles et ceux pour qui le sport est bien plus qu'une simple activité physique, une culture, une méthode, parfois même une philosophie de vie. Aujourd'hui, on reçoit Gwenaine Leroux, qui est fondatrice de Delanco, experte en communication, en neurosciences cognitives et grande défenseur d'une idée forte, communiquer est un sport. Elle est aussi l'autrice d'un roman pédagogique, La Brèche. Bonjour Gwenaine. Bonjour Laurent. Alors merci d'être venu nous voir et de nous raconter un peu qui est Gwenaine et est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et expliquer aussi qu'est-ce qui t'a amené à fonder Delanco. Oui, c'est une longue histoire, on va essayer d'être brève. Donc moi, je suis donc formatrice en communication interpersonnelle et mon idée c'est de défendre à quel point la communication interpersonnelle est un sport. Un sport qu'on pratique un peu tous les jours. On marche sur des œufs, on ne sait pas trop comment dire la chose, et puis au bout d'un moment ça éclate. Voilà, il faut gagner certaine agilité. Et ça, on n'a jamais appris à le faire concrètement. Alors moi, d'où je viens et pourquoi j'ai fondé Delanco, c'est, si on revient un petit peu en arrière, il va y avoir 3 grandes étapes qui m'ont amené à penser ce que je voulais apporter à travers Delanco. La première étape, ça démarre de moi petite. Donc moi, je viens de Loire-Atlantique, entre Nantes, Saint-Nazaire. J'ai navigué là-dedans. Et puis petite, j'avais beaucoup d'amis. J'aimais beaucoup le monde. D'ailleurs, j'ai toujours adoré les gens. Par contre, j'ai toujours eu un peu d'anxiété sociale. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment très à l'aise avec les gens. J'avais une crainte derrière d'être rejetée, profonde. Donc je voulais être aimée, avec cette crainte d'être rejetée. Et un bon jour, je rentre à la fac. Donc là, il y a plein de monde. Et puis, c'est le drame. En pleine amphi, en plein examen, je m'évanouis devant tout le monde. Je tombe dans les pommes assez solidement, donc je fais des convulsions, tout ça. Et puis je me relève. La honte. Donc à partir de là, j'osais même plus rentrer dans une amphithéâtre. Je me sentais mal. J'avais des malaises pas possibles. Et je me suis dit que ça pouvait pas continuer comme ça. Je pouvais pas rester anxieuse à ce point-là, au point où je pouvais plus m'exposer face à des gens. Et c'est là que m'est venue une première idée, celle de devenir commerciale. Donc ça, c'est ma toute première étape, toute première brique Delanco. Commercial, pourquoi ? Parce que c'était qu'une excuse pour sortir de ma zone de confort, parler à des gens, prendre ma place. T'es obligé d'aller vers les autres, quoi. Obligé d'aller vers les autres. Je peux plus me cacher. Faut que j'y aille. Et donc ça m'a donné déjà certaines billes pour changer, transformer dans mes relations personnelles. Et puis, donc je deviens commercial, ça marche plutôt bien. Sauf que j'ai toujours quelques formes d'anxiété, surtout avec des supérieurs hiérarchiques. Des gens qui sont assez intimidants, assez charismatiques. Ça me met mal à l'aise. Et un jour, pendant une réunion, j'étais avec mon directeur et durant cette réunion, devant les autres, il me fait un petit pic. Mais il n'était pas méchant, cet homme-là, il était juste un peu maladroit. Et puis moi, comme j'étais assez insécure, je l'ai mal vécu au point où j'ai prétexté une envie de faire pipi pour m'échapper. Et j'étais au point de, encore une fois, tomber dans les pommes dans les toilettes. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, ça revient. Il va falloir quand même que j'aille plus loin. Donc, je prends de nouvelles décisions, je change de poste et puis je trouve des nouveaux postes. Et puis petit à petit, je bifurque vers la formation. Formation en technique de vente parce que c'était mon métier, parce que j'avais appris à le faire et que du coup, comme j'avais appris à le faire et que c'était pas inné, je savais comment l'enseigner. Mais surtout, c'était encore une excuse pour plonger plus loin, pour me former moi-même aux techniques de communication. Et là, je me forme dans tout un tas de trucs. Je deviens certifiée en coach professionnel pour la cohésion d'équipe et le coaching individuel. Et surtout, formatrice et coach en process communication modèle, puis d'autres modèles, mais surtout celui-ci. Et celui-ci m'a marqué parce que le lendemain que j'ai ma certification, je suis armée jusqu'aux dents pour techniquement pouvoir communiquer avec tout le monde. Sauf que le lendemain, je me lève, je regarde mon emploi du temps avec tout ce que j'ai à faire. Je regarde les trous que je n'ai pas pour essayer d'insérer des choses dans mon emploi du temps. À ce moment-là, j'ai mon mari qui m'appelle. Faut à tout prix que tu ailles chercher le coffre de toit chez le mec du Bon Coin. Si tu viens pas, on va se le faire prendre. Alors moi... Non mais tu crois que c'est parce que je bosse de chez moi que j'ai rien à faire ? Non mais tu me prends pour ta boniche ? Non mais tu vas aller chercher le coffre de toit et puis crac, je raccroche. Pourtant j'étais armée jusqu'aux dents pour être zen et pour savoir désamorcer les conflits, etc. Et là j'en étais encore une fois finalement incapable. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a beau évoluer dans certaines sphères de communication, mais il y en a toujours d'autres qui nous rattrapent. Et quand notre cerveau il sait plus comment faire, c'est là où on a des comportements. On se dit après coup, mais qu'est-ce que je viens de faire ? Ou pas, des fois. Et la vie, elle est super chouette. C'est qu'à ce moment-là, je lisais tout un tas de magazines sur la psycho et la neuroscience. Et il y avait un article
sur les systèmes nerveux autonomes. Peut-être que certains connaissent, parce que c'est assez connu maintenant dans ce monde-là, le système sympathique, système parasympathique. En gros, c'est le système neurovégétatif qui fait qu'on est soit dans un état plutôt anxieux, plutôt sur comment éviter un danger et comment on se prépare pour affronter notre environnement, ou plutôt dans un état où on est bien. On appelle ça le système d'approche avec... on est décontracté, on est zen, et donc du coup, on est plus capable de réfléchir. Mais tout ça, c'est automatique. C'est notre cerveau, milliseconde après milliseconde, qui va décharger certaines formes de neurotransmetteurs et qui va nous mettre dans ces états physiologiques. Donc, on n'y peut rien. Et je lis ça, et puis ça explique par A plus B tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, évidemment. Mais surtout, il y avait un article qui était intéressant aussi derrière, c'est qu'il se racontait à quel point le cerveau est vachement doué pour se raconter des histoires. Surtout quand on a des comportements automatiques comme ça, on va se raconter des histoires pour se justifier pourquoi. Si je t'ai parlé comme ça, en même temps, c'est parce que t'étais comme ça et que du coup, en plus, j'avais faim, donc c'est pas de ma faute. En gros, on est vachement doué pour ça. Et puis, je me suis dit, mais en fait, si je veux vraiment arriver à enseigner les techniques de communication, il faut d'abord partir de cette base-là. C'est-à-dire comment réussir à ne pas rester dans le déni et faire ce switch mental pour se permettre physiologiquement d'être en état de réfléchir et de communiquer avec son interlocuteur. Et tout part de là. Et pour faire le lien avec ce que j'enseigne aujourd'hui, je prends la métaphore du sport, c'est un peu savoir manier son focus intentionnel pour se rendre compte quand on est en hors-jeu, soi ou son interlocuteur. Donc ça sert à rien de communiquer là-dedans et se mettre dans la bonne position vis-à-vis de son interlocuteur pour pouvoir rester dans le game, dans le jeu de la communication. Je vois que t'es lancé, donc si on te branche, là c'est fini, t'es parti pour 3 heures. J'ai juste une petite question pour nos auditeurs. Pourquoi Elanco ? On va rendre à César ce qui appartient à César. C'est mon mari qui a trouvé cette idée. Et j'ai trouvé sympa parce qu'avant c'était donc technique de vente, donc technique commerciale, élan commercial. Et comme j'avais l'idée aussi de la communication, je me disais, le jour où je ferai la bifurcation, ça marche aussi. Élan communication, élan de coopération, de cohésion, ça marchait. Donc, bien vu, bonne remarque d'une communicante, on note. Justement, tu fais la liaison facilement, ton métier, puisque tu étais déjà en train de nous raconter ce que tu fais. Tu parles souvent, dans ce que j'ai pu lire sur toi, d'agilité relationnelle. Comment tu définis finalement ce métier ? Là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On a bien compris le cheminement qui t'amène jusque-là. Et là, concrètement, ton métier, ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi cette agilité relationnelle ? Je suis curieux de comprendre. Justement, c'est une agilité parce qu'on parle de quelque chose qui n'est jamais stable. On doit rester en équilibre en communication. Et d'une seconde à l'autre, ça peut tourner au vinaigre. Dans un cerveau, ça va très très vite. Alors entre deux cerveaux, ça va encore plus vite. Et donc cette agilité, c'est vraiment cette capacité à voir ce qui se joue à l'instant T dans le match de la communication pour rester dans cet équilibre où on co-construit un échange et pas qu'on parte dans notre tête avec une idée de faire passer son message coûte que coûte. C'est pas comme ça qu'on fait. En fait, t'es un entraîneur sur un terrain, t'es sur le bord de la touche, tu vois les deux individus qui sont en train de jouer ou de combattre et t'es là pour essayer de les guider quelque part. C'est ça. Et les ateliers en communication se passent comme ça. C'est-à-dire que je les arme pour voir les choses et puis après je désigne des arbitres. Et on voit ce qui se passe autour de tout ce qu'on se dit à travers les mots. Alors tu n'interviens pas directement, tu m'avais dit, tu n'es pas dans le conflit direct, mais tu es plutôt dans la prévention. Oui. On peut dire ça comme ça ? Oui. Tu donnes des arguments avant d'entrer sur le terrain, ou sur le tapis, comme tu veux. Tu vas prévenir, voilà, s'il se passe tel ou tel événement, voilà comment il faut que tu réagisses. Et en fait, tu donnes des éléments pour se défendre. Mais après, le combat se fait sans toi. Alors justement, on ne se défend pas en communication. À partir du moment où on se défend, on est en hors-jeu. Donc l'idée, c'est justement de donner des éléments pour voir quand on est en état de co-construire et pas qu'on parte sur la défensive. Tous ces éléments-là, à partir du moment où on équipe les gens à voir ces choses-là, il n'y a pas de retour en arrière. À partir du moment où tu mets des mots sur ce qu'on ressent instinctivement, je sens que ça va plus, je sais plus, mais je sais pas comment le nommer. Si on n'a pas des repères clairs, si on n'a pas une limite de jeu claire avec des postures claires, quand est-ce que lui il a la balle et qu'il me la reçoit et comment je la reçois, si on ne sait pas faire ça, on ne peut pas voir le jeu de la communication. La meilleure défense, c'est l'attaque pour toi, c'est ça ? Alors non, la meilleure des défenses, c'est d'être le capitaine sur son terrain. C'est-à-dire que j'ai une vue d'ensemble du jeu et je sais quand donner la balle, à quel moment, à qui, et quand prendre la balle, quand c'est à mon tour de parler. Pas trop tôt, souvent. Souvent, c'est le problème dans les échanges où en fait, on n'écoute pas et on continue. Dans sa tête, on a déjà la réponse avant d'avoir écouté ce que la personne veut nous dire. C'est exactement ça. Et à partir du moment où on est dans notre tête, on est en jeu parce que l'interlocuteur, il le voit.
t'es plus avec lui. Donc lui aussi va se mettre en défense. Et on est défense contre défense. Et ça, on ne voit pas. Alors c'est ça qui m'amène à cette question. Effectivement, tu mets le doigt dessus. Tu fais souvent ce parallèle entre sport et communication jusqu'à dire communiquer est un sport. Donc en fait, tout part de là. Tu as ce lien que tu as fait et ça part plus facilement peut-être aux gens. C'est une manière aussi de leur expliquer, mais c'est aussi ce qu'ils vivent tous les jours. Parce que ça soit, alors on peut parler du sport, mais ça peut être dans les relations humaines. Et c'est ça, c'est un combat, enfin le mot est peut-être fort, mais un combat de tous les jours. C'est un match de tous les jours. On n'est pas dans le combat, mais on est dans le match. C'est-à-dire que sur un terrain de rugby, l'adversaire, c'est pas ton interlocuteur, c'est ton cerveau. Et c'est pour ça que c'est un sport. C'est qu'il va falloir switcher ton focus attentionnel quand il est en train de partir, quand tu rentres dans ta tête et que tu te mets sur la défensive. Et justement pas rentrer dans le déni. Et ça, c'est dur. Et c'est pour ça que c'est un sport. Ça se muscle, ça, ce switch intentionnel-là. Il se muscle. C'est ça qu'on voit. Et en même temps, c'est intéressant de le prendre comme un sport parce que justement, ça devient un jeu. Et donc, c'est là où on voit que... plutôt que de fuir cette conversation, parce que je peux être vulgaire un peu. C'est à toi, la parole est à toi. On va dire ce que tout le monde pense tout haut. Des fois, c'est chiant de communiquer. Les gens comprennent pas. Et ça, plutôt que de le partir déjà dans cet état où oh là là, il va falloir que j'ai une conversation avec un tel, plutôt de le voir comme ça, le voir comme un match, là on gagne de l'énergie. On gagne une sérieuse énergie. Donc il nous faut de l'énergie pour aller sur le terrain de la communication. Et il nous faut surtout voir les choses. Voir concrètement les choses pour ne pas se sentir déboussolé quand l'autre, il a des casseroles aussi, il va venir avec ses casseroles. Donc il faut rester solide. Et puis troisième chose aussi, c'est surtout qu'il faut que ce soit simple. Et le sport, c'est simple parce qu'au début, on apprend des techniques, on n'est pas agile avec, mais dès qu'on a la technique, après on réfléchit plus et ça devient fluide le mouvement. C'est ça la communication aussi. Si c'est trop compliqué à savoir quel est le profil de machin, faut que je passe par telle et telle phrase avant de dire telle phrase parce que son style de communication c'est comme ça. Si ça devient trop compliqué, on rentre dans notre tête, ça marche plus non plus. Donc, faut que ce soit simple. Et donc, tu travailles comment avec les entreprises? Quel est ton lien direct? Comment tu leur proposes tes conseils ou tes sessions? Comment ça se passe? Oui, je suis en lien direct et indirect. C'est-à-dire que je travaille aussi avec beaucoup d'organismes de formation, principalement deux. Un sur Gaillac, CFD Formation, et un autre au sud de Toulouse, Impulsion. Donc, je travaille principalement avec des organismes de formation qui me font intervenir lorsque les entreprises disent que ça serait bien qu'on mette une dynamique meilleure à l'intérieur de nos équipes. On sent qu'ils commencent à être tendus, on ne sait pas trop comment amener les choses, ça se démobilise. Bon, quand on commence à dire ce genre de mots-là, il n'y a pas de solidarité, ils se désengagent. Comment tenir aussi la nouvelle génération parce qu'on ne les tient plus avec les mêmes valeurs dans l'entreprise, tout ça. Comment on leur fait passer ces messages à ce moment-là? Forcément, il faut de la matière, il faut quelque chose de novateur pour aller les chercher. Et donc, je travaille avec des organismes qui me font venir à ce moment-là. Et puis, en direct aussi, parce que je suis active sur les réseaux. Puis, certaines personnes me voient et me font venir en interne, en entreprise, pour monter des ateliers sur mesure et faire en sorte que la dynamique change. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est aussi l'auteur. Oui. Parce que quelque part, au-delà de tout ce que tu viens de nous dire, j'ai vu que tu avais envie de te lancer et tu nous as proposé il y a quelque temps un livre qui s'appelle La Brèche. Alors on est toujours, comme on dit, sur la brèche. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier roman, puisque c'est pas un livre technique, hein, c'est un roman. Ouais. Comment ça t'est venu ça, de te mettre sur sa feuille blanche et d'écrire tes premiers mots? En fait, c'est un rêve que je poursuis depuis que je suis toute petite. Ma mère étant prof de français m'a plongée dans les romans. Et puis, moi, j'ai toujours eu envie de plaire à ma mère. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'écrire une histoire qui plairait à ma mère. Donc, j'ai fait des tentatives ratées complètement. Mais je l'avais toujours en tête, d'autant que j'adore lire et je me rends compte que quand on est plongé dans un roman et qu'on prend conscience grâce à ce roman, il nous fait vivre des choses qui nous font voir ensuite la vie autrement. Et le but, pour moi, la communication, comme je t'ai dit juste au début, c'est pas de créer une méthode par A plus B parce qu'en fait c'est chiant, ça nous fait rentrer dans notre tête et du coup on n'a pas forcément envie de communiquer parce que c'est trop lourd. Je veux montrer à quel point on peut voir les choses autrement dans une communication et la rendre intéressante. Il y a un processus pour rendre la communication intéressante. Même si le sujet est difficile, pour prendre plaisir à aborder ce sujet, il existe en fait des techniques. Et donc il fallait que je trouve un support qui permette de faire vivre ces émotions-là. Et j'avais envie d'écrire. Et dernière chose, il y a un auteur qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Irving Yalom, et qui m'a transmis l'amour de la philosophie
et de la psychologie à travers des romans. Il mettait en scène des grands auteurs, des grands penseurs comme Nietzsche, Socrate, etc. Et donc j'ai découvert la philosophie, la psychologie à travers cet auteur. Et j'avais envie de faire comme lui. Et je me suis essayée à cet exercice. J'ai pris goût ensuite à cet exercice et je suis allée jusqu'au bout parce que c'est une histoire que tu racontes. Ouais. On peut le trouver, ce livre encore. Oui. Quel est le moyen de se le procurer? Soit sur Amazon, soit sur mon site en direct, donc elanco.fr, E-L-A-N-K-O. On relaiera toutes ces informations. Ça vaut le coup. Tu vas nous expliquer un peu ce que tu as vécu à travers ce livre. Et puis, il y en a peut-être un autre en vue. Oui, toujours. On n'a pas de titre encore, mais non, c'est dans la tête. C'est quand même... Ah, j'en ai un en tête, mais je ne sais pas si je vais le garder parce que La Brèche, au début, il ne devait pas s'appeler comme ça. Et puis, ça change au fur et à mesure que les personnages prennent vie. Et La Brèche, c'est venu comme ça, spontanément, ou c'est grâce au personnage que tu l'as trouvé? Alors, c'est grâce, surtout parce que j'ai vu en conférence la personne qui a organisé la Coupe du Monde de rugby, Cédric Coll. Il est monté sur scène pendant une conférence, il a pris la parole et il a dit tout un tas de choses qui étaient hyper intéressantes en matière de communication. Et là, j'ai commencé à faire le parallèle entre la communication et le rugby. Et donc, la brèche, c'est une technique de jeu pour créer la faille dans la ligne adverse. Et donc, ça vient de là. Et ensuite, les techniques de communication, je les ai bâties autour du terrain de jeu du rugby pour que ça prenne forme, pour que ce soit plus palpable, plus visuel. J'ai une dernière question à te poser. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs pour mieux communiquer au quotidien, toi qui es la spécialiste, ça serait quoi? Mais le tout premier, c'est de stabiliser son attention. Si l'attention n'est pas stable, l'interlocuteur non plus ne sera pas stable et ne t'écoutera pas. Et quand on regarde des grands orateurs, des personnes qui, avec leur présence, leur charisme, nous font dire que si je parle là, j'ai intérêt à dire quelque chose d'intelligent parce que la personne, elle m'écoute vraiment. Moi, j'ai en tête Obama. Je veux pas faire de politique mais juste sa façon de gérer une communication quand elle devient tendue fait en sorte que la personne, elle pourra pas monter dans les tours. Elle va forcément, il met des garde-fous rien que dans son écoute. On voit qu'il est solide. Et finalement, le leadership, ça part de là aussi. Ça part de cette structure attentionnelle, cette écoute forte, intense, dense, qui fait qu'ensuite, tu créeras l'effet du leadership quand toi, tu ouvriras la bouche. Merci. Avec plaisir. Merci Gwenan pour cet échange passionnant. Ce que tu proposes avec Elanco est un vrai entraînement à la lucidité, à l'écoute, à la maîtrise de soi. Et ça résonne parfaitement avec ce que nous défendons ici. Le sport, ce n'est pas uniquement du physique, c'est aussi une école de vie. Oui. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur elanco.fr et découvrez La Brèche, une plongée romanesque et pédagogique dans l'art de la relation. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Didier Don.